tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile de lecture du mois d'octobre. Donc il y a eu pas mal de lectures. Il faut savoir que c'est aussi la première fois que je me mets un challenge, on va dire, lecture. D'habitude je lis mais sans spécialement faire des piles. Donc ici j'ai eu envie de commencer avec le mois d'octobre et de préparer une petite pile qui avait la thématique un petit peu automnale, Halloween, sorcière. La voici, elle est assez imposante vu qu'elle fait 18 livres je pense. Donc je vais vous les présenter. En premier lieu, j'ai lu quelques mangas, il y a quelques BD et il y a des romans. Donc pour les mangas, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment, de Tim Burton. C'est dans la collection ici de Nobi Nobi et ça a été fait par Jun Asuka. Pour la petite histoire, c'est Jack qui a l'habitude de préparer Halloween. C'est lui qui est en charge de l'événement Halloween. Et au fil du temps, il est un petit peu lassé de préparer tout ça. Il a envie de faire autre chose et par hasard, lors d'une de ses balades, il découvre le monde de Noël. Et il décide en fait de enlever le Père Noël et de préparer Noël à sa façon. Donc ici, le manga, j'ai adoré la lecture parce que ça fait revenir plein de sentiments, de sensations de l'enfance du coup. Le manga suit vraiment très très bien le film, le dessin animé. Il est très agréable à lire et les planches sont vraiment très jolies. Enfin, on est dans ce style de dessin. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc moi j'aime assez bien ces dessins, ils sont assez élégants. Voilà, c'est ce style de manga. Alors pour la suite des mangas, j'ai commencé Shadow's House, donc le tome 1 et le tome 2. Je ne les connaissais pas du tout, c'est lors d'une petite visite à la FNAC, je les ai vus et ils m'ont interpellée. Il y a ici le tome 1 et le tome 2. Donc pour l'histoire, c'est donc la famille Shadows ont des poupées vivantes en fait qui sont censées exprimer leurs émotions parce que eux, comme on voit ici, n'ont pas de visage et ils dégagent en fait de la suie. Donc chaque membre de la famille a une poupée vivante qui est censée vraiment lui coller à la peau et se comporter justement être l'expression de leurs sentiments. Donc ici au niveau des dessins, on voit un petit peu voilà ce que ça donne. On a ce genre de planches comme ceci aussi. Voilà, c'est assez mignon, c'est joli. Le premier tome nous met un peu dans le contexte, évidemment, nous explique un petit peu plus ce que c'est cette famille. C'est mieux, je pense, de lire le 1 et le 2 ensemble pour un petit peu mieux comprendre, parce que dans le 1, on a vraiment le contexte, et dans le 2, l'histoire commence. Donc là, on commence à rencontrer d'autres personnages et on nous donne un petit peu plus d'informations sur les personnages principaux et les personnages secondaires du coup. Alors, ma lecture suivante, c'est Les sorcières du clan du Nord. Ça a été écrit par Irena Bracknell et c'est des éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman jeunesse. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, bon, à part le titre évidemment. C'est une histoire assez sombre, c'est assez triste dans un sens. Donc c'est l'histoire de deux jeunes filles. Donc il y a Poppy qui est une adolescente rebelle, on peut dire, qui a changé de lycée plusieurs fois, qui a des problèmes avec son père. Sa maman, elle n'est plus présente dans sa vie, et en fait elle va rencontrer par hasard une autre jeune fille qui s'appelle Clarée.
qui elle fait partie d'un clan de sorcières, justement du clan des sorcières du Nord. Et elles vont lier une amitié vraiment improbable. J'ai bien aimé la lecture, le côté un peu sombre, un peu triste m'a pas spécialement dérangée. Il y a même un deuxième tome qui a été édité, que j'ai dans ma bibliothèque, donc je le lirai vraiment avec plaisir. Ensuite, nous avons Le Renard et la Couronne. Ça a été écrit par Yann Fastier et c'est un livre des éditions Pocket Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Déjà la couverture elle est super jolie. Bon désolé, il y a un rayon de soleil qui passe, donc ça fait une petite tache sur l'écran. Mais voilà, la couverture est super mignonne avec le petit renard, la couronne, le ton des couleurs, ça reste dans le côté sombre à l'arrière avec les couleurs plus chaudes pour le petit renard. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui s'appelle Anna qui vit à la base avec sa grand-mère dans un petit village reculé. On sent qu'elles ne sont pas vraiment les bienvenues par rapport à la population du village. Elles sont vraiment en retrait. Un jour, la grand-mère décède et Anna se retrouve seule. Avec seulement quelques affaires personnelles et un livre qui est très important pour elle et sa grand-mère. C'est un livre qui a été écrit en français. Donc ici on est en Dalmatie et sa grand-mère tenait vraiment à ce qu'Anna apprenne le français. Donc elle décide de quitter le village, va faire la rencontre d'enfants des rues et elle va appartenir à ce petit gang qui se débrouille en volant, et qui essaye de survivre. Donc elle va connaître la famine, le froid. Ce sont des conditions assez rudes jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un vieux monsieur qui est français. Elle va lui parler en français et il va vraiment s'attacher à cette petite fille, à Anna, et il va lui proposer de l'adopter parce que lui et sa femme n'ont pas eu d'enfant. Et il lui propose de l'emmener en France. Donc elle va accepter évidemment et voilà, la suite de son aventure va se poursuivre avec énormément de rebondissements. On ne s'ennuie pas du tout, la lecture est vraiment fluide, il se passe à chaque fois quelque chose. Les personnages sont vraiment attachants et après évidemment on comprend du coup pourquoi il y a le lien avec le renard. Mais c'est vraiment, enfin je n'en dis pas plus pour pas vous dévoiler toute l'histoire, mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture. Alors, la suite c'est L'Hôtel de la Dernière Chance, qui a été écrit par Nikki Thornton, les éditions Michel Lafon-Poche. Donc moi j'avais déjà lu le 3e tome. J'avais commencé par ça, ne sachant pas qu'il y en avait déjà des précédents. Donc j'ai d'abord fait le 3e et puis maintenant celui-ci, le 1er. Donc ce sont des enquêtes de Seth Seppi. C'est le personnage principal qu'on retrouve à chaque tome différent et à chaque fois il mène une enquête parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Donc ici dans le 1er, il travaille à l'hôtel de la Dernière Chance et il travaille dans les cuisines, donc c'est lui le cuisinier. Ça a l'air d'être un hôtel assez calme où il n'y a pas énormément de foule de monde jusqu'au jour où il y a plein de personnes assez importantes qui vont venir séjourner. Seth Seppi va devoir s'occuper du repas. Il va préparer un repas grandiose. Le seul problème, c'est qu'il fait un dessert commun pour toutes les personnes présentes, mais il doit en changer un parce qu'il y a une personne qui n'aime pas l'aliment de base du dessert, qui est la framboise, et il décide de changer et de faire à l'abricot. Le seul problème, c'est que ce personnage décède dans le courant du repas, empoisonné, et on pense évidemment que c'est Seth qui a empoisonné le dessert. Il va devoir mener l'enquête lui-même pour sauver sa peau, en fait, pour éviter la prison. Donc voilà, j'aime bien ce style d'histoire, ça se lit assez facilement, c'est agréable à lire. De nouveau, c'est un roman jeunesse, mais c'est assez bien fait. Il y a de tout, il y a une intrigue, on réfléchit en même temps que Seth pour savoir qui pourrait être le coupable, quel est le but exactement. Donc c'est vraiment agréable. J'ai également lu La Ville sans vent, le tome 2. J'ai lu le tome 1, mais
lors de sa sortie, donc ça fait un petit moment. Ici, le tome 2 de La Ville sans vent. Je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire pour pas vous spoiler. Dans ce livre, on retrouve les deux personnages principaux qu'on avait quittés à la fin du premier tome. Donc c'est Lastyanax et Arca, qui vont reprendre en fait leurs aventures là où ils les avaient laissées. Donc il y a toujours autant d'intrigues au niveau politique. C'est toujours aussi intéressant. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler du coup si vous souhaitiez le lire. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment super. Ça a été écrit par Éléonore de Villepoix. Ici, c'est une édition des éditions Hachette. Oui, c'est bien ça. La couverture est vraiment splendide. De nouveau, il y a le soleil qui nous accompagne, mais c'est vraiment super beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une lecture qui est vraiment sympathique, et aussi à l'intérieur, je vais vous montrer, on suit à chaque fois un personnage. Ça se présente comme ceci. Donc par exemple ici, on va suivre du coup Lastyanax pendant quelques pages. Ensuite, on va passer voilà, à un autre personnage. Donc ici, c'est Alcandre. Et on va ainsi de suite changer. Voilà, ici, on repasse. C'est Arca, donc un des personnages principaux. Voilà, et c'est construit comme ça durant tout le livre, en passant de personnage en personnage. La lecture suivante, c'est La Maison Chapelier. Ça a été écrit par Tamzine Merchant, et c'est des éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré la couverture. Je l'ai pris tout d'abord pour sa couverture qui est vraiment super jolie. On le voit ici, j'espère que vous voyez bien, avec ici les petites dorures qui ressortent pour le titre La Maison Chapelier, et tous les petits détails du coup. Dans la maison, on voit vraiment les petits chapeaux, parce qu'ici on a le magasin et ici on a l'atelier un peu plus haut avec les personnages qui sont occupés à travailler. C'est vraiment super joli. Le dos aussi est également très beau avec la suite. En fait, ça explique déjà une partie de l'histoire avec le phare, un bateau, les vagues qui sont vraiment assez violentes. Pour l'histoire, il est indiqué que c'est un livre 1, donc j'attendrai la suite avec impatience parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour la petite histoire, on a Cordelia Chapelier qui fait partie de la maison Chapelier, donc qui est une guilde d'artisans. Ils confectionnent des chapeaux, mais ce sont des chapeaux particuliers parce qu'ils sont magiques. Les chapeaux vont impacter nos émotions. Donc par exemple, quelqu'un qui est hyper stressé parce qu'il a une présentation importante à faire, il peut aller acheter un chapeau qui sera fait avec des éléments qui apportent une zénitude, un calme, une certaine sérénité. Et en portant ce chapeau, ça va l'aider justement à se calmer, à avoir plus confiance en lui, et ça va l'aider pour justement ce qu'il souhaite faire. Donc dans ce village, donc on est à Londres, il y a plusieurs artisans, mais on suit ici la maison principalement des chapeliers. Il y a aussi d'autres artisans que les chapeliers. Donc on a les bottiers, on a les gantiers, on a les horlogers et les capiers. Il y a plusieurs familles qui travaillent, comme ça c'est de génération en génération. L'histoire commence un soir où le père de Cordelia est censé rentrer en bateau, ramenant plein de composants et de matériaux pour la confection des chapeaux. Et son navire se perd en mer, il coule, et son papa est porté disparu. Ça commence comme ça. Cordelia pense que son père est toujours vivant. Le reste de sa famille, malheureusement, n'y croit pas. Et les chapeliers reçoivent une commande extrêmement importante pour le roi, qui est censé être un pas vers la paix par rapport à la France, parce qu'il y a des tensions entre Londres et la France.
et on leur fait une commande extrêmement importante d'un chapeau. Toute l'histoire va démarrer de là. C'est vraiment une chouette lecture. Ça se lit facilement, c'est très fluide, mais l'univers est quand même bien construit parce qu'on a vraiment cette idée qui est intéressante d'avoir des artisans qui créent ici des chapeaux magiques qui peuvent influencer sur les émotions et qui peuvent aider les gens. C'est aussi une grosse responsabilité parce que c'est un apprentissage de plusieurs années, évidemment. Il faut être vraiment bien attentif aux composants qu'on met dans le chapeau, sinon l'effet peut être complètement annulé ou avoir un effet qui est complètement contraire. Donc c'était vraiment un univers très riche, très agréable, c'était vraiment une chouette lecture. Je vais vous parler ensuite de ceci, donc c'est Le vent nous portera de Jojo Moyes. Et c'est aux éditions, je pense que ce sont les éditions Bragelonne. Oui, les éditions Bragelonne. Alors, j'ai plusieurs livres de Jojo Moyes. Moi, j'aime bien ce style de lecture. Ici, on se retrouve aux États-Unis et on va suivre l'histoire d'Alice, le personnage principal, qui est en fait une Anglaise, qui va rencontrer un Américain, bien comme il faut, qui a l'air vraiment d'être le prince charmant. Et elle va le suivre, se marier et le suivre aux États-Unis en pensant qu'elle va vivre évidemment la grande vie, le rêve américain. Mais elle est un petit peu déconfite en arrivant parce qu'elle se retrouve dans une petite ville du Kentucky où ben voilà, les gens sont assez bien pensants sur la façon d'être, sur la façon de se tenir, sur la façon de mener, de diriger sa maison, sa façon d'être avec son mari, sa façon d'être avec sa famille en général. Bref, elle est un peu perdue, elle n'arrive vraiment pas à s'intégrer, elle se sent vraiment à l'écart de tout. Et avec son mari, ben, ça ne se passe vraiment pas bien parce qu'elle n'arrive pas à se rapprocher de lui, elle n'arrive pas à créer une intimité entre elle et son mari, jusqu'au jour où il y a une demande de bénévoles parce qu'il y a une bibliothèque itinérante qui va se créer et ce sont des femmes qui vont s'en occuper. Donc l'idée c'est d'avoir des dons de livres. Il y a une bibliothèque qui se trouve proche de la ville et l'intention c'est d'amener des lectures aux personnes qui souhaitent évidemment, mais qui vivent dans des maisons ou des fermes qui sont un petit peu trop éloignées. Donc ces bibliothécaires, ces femmes bibliothécaires vont dans le courant de la journée amasser des livres dans leur sacoche, aller à cheval et faire un trajet jusqu'aux fermes, jusqu'aux personnes justement qui se trouvent un petit peu excentrées du village. Et Alice décide de se lancer contre l'avis de son mari et surtout contre l'avis de son beau-père. Et elle décide de faire partie de ce groupe de bibliothécaires. Et toute l'histoire commence là-dessus. C'est une histoire vraiment très attachante. Je trouvais ça vraiment très intéressant aussi parce qu'on voyait quelle était la vie de ces femmes à cette époque et aux États-Unis à ce moment-là, comment elles devaient se comporter, quelles étaient leurs difficultés aussi. Elles étaient vraiment, il y avait vraiment cette emprise des hommes de manière générale, du mari, mais aussi ça ne s'arrêtait pas à leur mari, ça va aussi jusqu'au beau-père ou la famille en général. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ensuite nous avons La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est de T.J. Klune et c'est paru aux éditions de Saxus. Je l'avais beaucoup vu passer sur Instagram ou dans des vidéos YouTube. C'est ce qui m'a décidé à l'acheter et le lire parce que j'avais vu que des très bons commentaires. J'ai pas été déçue parce que juste le livre en lui-même est super beau. Je vais vous montrer parce qu'ici il y a la jaquette, mais en dessous c'est comme ça. Donc il est vraiment magnifique. Donc l'intérieur aussi.
juste ceci. Alors, au niveau de l'histoire, on va suivre le personnage de Linus Baker, qui lui mène une vie tout ce qu'il y a de plus tranquille. Enfin, plus tranquille que ça, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc il est vraiment très solitaire, il habite tout seul dans sa petite maison avec son chat. Il a 40 ans, il n'a pas d'amis, il n'a pas de vie de famille, voilà, il est vraiment solitaire. Et en fait, il travaille en tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique. Donc son rôle, c'est de s'assurer que les enfants dans les orphelinats soient bien traités. Par contre, ce sont des enfants un petit peu particuliers dans le sens où ils peuvent avoir des pouvoirs magiques. Donc lui, il doit veiller à ce que ces enfants ne représentent ni une menace pour eux-mêmes, ni une menace pour les autres, et que dans le lieu où ils sont placés, ils soient correctement traités. Il est très attaché à son travail, donc il fait les choses vraiment extrêmement bien, il fait des rapports extrêmement précis, extrêmement poussés. Et un jour, ses supérieurs, on va dire, le convoquent et lui demandent de s'occuper d'une mission, de se rendre dans un orphelinat et de justement être très attentif à tout ce qui s'y passe et de leur faire vraiment des rapports très très détaillés. On ne lui donne pas plus d'informations, on ne lui laisse pas vraiment le choix non plus de refuser cette mission. Il doit faire ses bagages et partir, donc il prend son chat, il prend quelques affaires et il va en direction de cette mission. Il n'est pas vraiment très chaud parce que voilà, ça le bouscule dans ses habitudes, c'est quelqu'un de très introverti. Il n'aime pas spécialement le monde, enfin, il ne veut vraiment pas s'attacher non plus ni aux enfants ni aux gens. Voilà, il a vraiment du mal avec le relationnel. Bref, il est un peu clairement obligé de partir, donc il part. Et il va arriver dans cet orphelinat. À la base, ils n'aiment pas trop cette indication, c'est plus un foyer qu'un orphelinat. Et il va découvrir en fait qu'il y a plusieurs enfants, il y en a 6, et ces enfants sont considérés comme dangereux. Il est un petit peu perdu au début. Parmi tous ces enfants très particuliers, et par rapport aussi au directeur de l'orphelinat, on va dire, qui est aussi un personnage haut en couleur qui s'appelle Arthur Parnassus, dont lui le but clairement c'est de tout faire pour les enfants qui gardent. Il y est attaché et leur bien-être lui tient vraiment à cœur. Linus va découvrir le quotidien de ses enfants parce qu'il doit y rester en plus un mois. Donc il doit rester logé sur place et vraiment vivre le quotidien de ses enfants. Cette histoire, elle est vraiment belle. C'est une jolie histoire qui traite voilà, de la différence, de la tolérance aussi, de la compréhension. Donc voilà, de d'abord s'informer avant de juger et de ne pas s'attacher non plus à la première image qu'on renvoie ou au premier jugement. Enfin, les personnages ont des couches, enfin, tout le monde a un peu une palette et voilà, il faut laisser le temps pour justement pouvoir découvrir et donner l'opportunité aussi de découvrir qui sont vraiment les gens, même si à première vue, il y a un côté assez négatif. Ensuite, lecture suivante, c'est celle-ci. C'est la légende du noble chat Pistefouet. Donc c'est aux éditions Mnemos et ça a été écrit par Tad Williams. C'est l'histoire d'un chat, Pistefouet, qui vit sa vie de chat tranquillement dans une communauté de chats. Il a une amie qui s'appelle Pat Feutré et un jour elle disparaît sans laisser de traces du jour au lendemain. Et on constate que les disparitions de chats, donc de tout âge, ça peut être des jeunes, ça peut être des chats un peu plus âgés aussi, vont disparaître de manière assez récurrente. Ça inquiète les chats de manière générale et ils vont se réunir pour former en fait une délégation qui va aller annoncer ce petit souci, ce gros souci même, à la reine des chats qui habite plus loin. Donc dans cette délégation, Pistefouet n'est pas du tout mandaté parce qu'ils estiment que voilà, il est trop jeune et il décide de partir de lui-même à la recherche de son ami Pat Feutré.
Il va être accompagné sans le vouloir par un jeune petit chat qui s'appelle Bon Vif. Donc lui c'est vraiment un chaton et il va le suivre. Et son aventure va vraiment commencer, ça va être toute une épopée où il va rencontrer, voilà, il va y avoir des dangers évidemment, il va faire la rencontre d'autres chats, voilà, ça va vraiment être toute une aventure jusqu'à ce qu'il parvienne au bout de sa quête. Alors, l'histoire en elle-même, elle est sympa. Ça rappelle énormément l'ambiance Seigneur des Anneaux dans le style de l'écriture. La lecture, elle est assez dense, hein, donc vous voyez au niveau de... Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est assez dense, toutes les pages sont vraiment bien remplies, donc on n'a pas spécialement un jeu de dialogue comme il peut y avoir dans d'autres livres qui laisse, voilà, qui aère un petit peu plus les pages. Ici c'est vraiment comme ça tout du long, beaucoup de texte. Alors moi j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu la trilogie, donc moi ça me dérange pas. On retrouve aussi, je vais essayer de vous retrouver des chants, voilà. Ici, par exemple, ce sont des chants, donc les chats qui chantent à la manière des elfes et des nains dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a plein de parallèles comme ça au niveau de la quête. Pistefouet va, au fur et à mesure que son chemin l'amène, va se retrouver confronté au mal. Et il va devoir décider s'il l'affronte ou non. Il y a vraiment plein de parallèles. Moi, j'ai bien aimé. Après, évidemment, vu le livre que c'est, vu l'ambiance que c'est, je ne le conseillerais pas à n'importe quel lecteur. Si c'est quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude de lire et qui souhaite s'y mettre, c'est pas le bon plan du coup. C'est, je pense, plus pour des personnes qui ont l'habitude de lire et qui seront pas rebutées par le style vraiment fourni de ce livre. Lecture suivante, c'est celui-ci. Donc c'est Anne de Green Gables. Ça a été écrit par Lucy Maud Montgomery et c'est aux éditions Monsieur Toussaint L'Aventure. J'ai acheté le livre pour sa couverture. Tout d'abord, clairement. Elle est vraiment super jolie. Je vous montre, voilà. Il y a le dos aussi qui est splendide dans ses couleurs un petit peu pastel. Il n'y a aucune information par rapport à l'histoire à part ce qui est noté ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je l'ai lu sans savoir de quoi ça allait parler. Ça parle du personnage de Anne. Anne qui est une orpheline. C'est une orpheline assez maigre avec des longs cheveux roux et un visage constellé de taches de rousseur. Bon, à première vue, elle n'aime pas du tout son apparence, elle n'aime pas ses cheveux roux, elle n'aime pas non plus ses taches de rousseur. Elle va atterrir dans la famille composée d'un frère et de sa sœur, donc de Maria et de Matthew, qui habitent dans la ville d'Avonlea. À la base, Matthew et Maria, prenant de l'âge, avaient décidé de faire appel à un orphelin, un garçon, pour l'aider, pour aider Matthew principalement au champ, donc à gérer la ferme et tout ça. Et donc, ils font appel à une dame qui a un contact à l'orphelinat pour leur faire parvenir un garçon. Mais le jour où Matthew se rend à la gare pour accueillir ce garçon, c'est cette petite fille d'une dizaine d'années, 10-11 ans, Anne, qui l'attend. Donc Matthew, c'est quelqu'un de très timide, de très effacé. Voilà, donc il ne sait pas trop quoi faire face à cette petite fille qui est hyper bavarde, qui est hyper enjouée. Matthew va ramener Anne à la ferme en se disant que voilà, sa sœur Maria aura plus de facilité en fait à expliquer qu'il y a eu un malentendu. Le truc, c'est que voilà, sur le cours du chemin, Anne est une petite fille vraiment bavarde, qui n'arrête pas de parler, qui est aussi vraiment enthousiaste de tout.
qui trouve du beau dans chaque chose. Elle trouve voilà, le lieu, le village où elle arrive vraiment magnifique, presque magique. Matthew trouve qu'elle a quand même quelque chose de touchant, et quand il arrive à la ferme, sa sœur à la base elle décide de renvoyer Anne en se disant non, c'est pas ça dont on a besoin, parce que sinon ça fait une bouche à nourrir, et au final Matthew il n'a pas l'aide dont il a besoin. Mais après, elle est un petit peu poussée par un Matthew, du coup ils vont décider de la garder. Et donc voilà, va commencer leur vie vraiment à trois, avec des hauts et des bas, mais c'est vraiment... j'ai adoré l'histoire. C'est une petite histoire assez simple, vu que c'est une orpheline qui arrive chez un frère et une sœur, et qui va vivre leur quotidien, qui va vivre sa vie aussi. Elle va commencer à découvrir l'amitié, les autres enfants, l'école, les tensions à l'école, les études et tout ça. Mais ça a amené d'une façon tellement rafraîchissante, tellement touchante. On ne peut pas ne pas s'attacher aux personnages, aux trois personnages, que ce soit Anne, que ce soit Maria ou que ce soit Matthew. Ils sont vraiment tous les trois attachants. C'était vraiment un super bon moment de lecture, tout en délicatesse. J'ai également lu ceci. Alors, je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps, avant-hier je pense. J'avais mis aussi j'avais demandé sur mon compte Insta quelle était ma prochaine lecture. Je vous avais laissé choisir. Donc il y avait soit celui-ci, soit voilà, celui-ci. Ça se jouait entre l'orpheline de Fondling ou celui-ci, donc une pincée de magie, et le jeu a décidé que c'était celui-ci. Donc je l'ai lu. Je vous montre la couverture déjà parce qu'elle est super belle, vous voyez. Donc c'est dans les tons rose et violet, avec le petit côté doré ici pour le titre, et plein de petits artefacts tout autour. Le dos également super beau. C'est quasiment toute une histoire juste au niveau de la couverture. Ce livre, c'est une pincée de magie. Ça a été écrit par Michel Harrison, et c'est des éditions Seuil. De nouveau, un livre jeunesse. Ici, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, il est indiqué une sœur, une malédiction. En gros, c'est ça vraiment le contenu du livre. Il y a 3 sœurs qui vivent dans un village. Elles ont 3 caractères différentes. La plus grande est voilà, une jeune fille de 16 ans qui s'intéresse plutôt aux garçons. La seconde donc s'appelle Betty, et elle rêve vraiment de partir de cette ville. Elle rêve d'aventure. Elle veut tout simplement quitter au plus vite cette île malgré son jeune âge. Et la plus petite, voilà, c'est encore une petite fille qui a juste envie de jouer et qui est hyper attachée aux animaux. Donc elle adopte tous les animaux qu'elle croise, en passant du rat à la fourmi presque. Et ces 3 jeunes filles, voilà, elles sont élevées par leur grand-mère, parce que leur maman est décédée noyée quand elles étaient petites. Et leur père, il a fait des mauvais choix de vie qui l'ont conduit en prison. Un jour, Betty, qui est le personnage, une des 3 sœurs, c'est elle vraiment la sœur principale, on va dire, dans cette histoire, qui rêve d'aventure lors d'une soirée où elles ont l'autorisation de sortir, elle et sa plus jeune sœur, décident en fait de prendre le bateau pour quitter le village et se rendre sur une des îles aux alentours. Évidemment, elle ne le dit à personne à part sa plus jeune sœur, parce qu'elle sait que sa grand-mère leur a toujours interdit formellement de quitter en fait la ville et l'île. Donc malgré l'interdiction, elle prépare tout, elle garde l'argent pour le bateau, et le soir, voilà, elles y vont, elle et sa petite sœur. Donc elles sont sur le bateau s'éloigne, et là il y a une brume de fou qui s'abat sur la mer. Donc le bateau est un petit peu... la navigation est un petit peu difficile. Le capitaine du bateau, on va dire, décide de peut-être rentrer. Et là, tout d'un coup, leur grand-mère apparaît sur leur bateau, alors que Betty était certaine qu'elle n'était pas présente à l'embarquement. Donc elle apparaît comme ça de nulle part. Et s'ensuit une petite dispute, parce que Betty, elle reste sur ses positions, elle veut absolument poursuivre son aventure. Sa grand-mère, elle veut absolument pas qu'elle quitte.
elle se retrouve tout d'un coup dans leur auberge, à la maison. Alors là, évidemment, plein de questions se posent et la grand-mère est obligée de leur dévoiler une partie de leur histoire. Alors il faut savoir qu'elles descendent d'une famille qui s'appelle les Widershines. Et cette famille, de génération en génération, se transmettent 3 artefacts magiques. Un sac, il y a des poupées russes et il y a aussi un miroir. Et leur grand-mère va leur expliquer que ces 3 objets ont des pouvoirs. Le sac permet de se transporter, on va dire, là où on le souhaite. Les poupées permettent de se rendre invisibles et le miroir permet en fait de communiquer ou de voir la personne qu'on souhaite. Leur aventure va débuter parce qu'en plus de cette nouvelle, des artefacts magiques, leur grand-mère va aussi leur expliquer qu'elles sont victimes d'une malédiction qui dure depuis des siècles et qui touche toutes les femmes de cette famille. Donc à savoir que si jamais elles quittent leur village, elles quittent leur île, elles mourront. Le lendemain, Betty est clairement décidée à contrer cette malédiction et elle va tout faire pour y arriver. C'est une très chouette histoire aussi. Très agréable à lire, c'est fluide, franchement je la conseille, c'est vraiment sympa et aussi la thématique vraiment rattachée aux valeurs de la famille, l'importance voilà, des liens familiaux avec ses sœurs, de s'unir pour justement réussir ce qu'on entreprend. Il y a ces thématiques-là qui sont reprises dans le livre et c'est vraiment un chouette bouquin. On approche de la fin de la pile. Alors, je vous présente maintenant ceci. Donc, c'est La Sourcière. C'est de Élise Fontenaille. Et c'est les éditions Rouergue. Ici, je vois. C'est vraiment un tout petit livre. Voilà, il est épais comme ça. Et il y a 102 pages, je pense. 103 pages. 103 pages. Voilà. C'est une chouette petite histoire. Ça s'apparente plus à un conte, un petit conte où on passe il y a plusieurs personnages et on passe de personnage en personnage au fil de la lecture. Je vous montre ici. Hop, voilà. Ici, par exemple, on a la renarde qui va prendre la parole, on va dire. Dans le petit chapitre suivant, on a le Seigneur qui va prendre la parole pour expliquer son histoire et voilà, encore après on revient à la sourcière. Bref, les personnages vont changer ainsi de suite tout au long de l'histoire. Pour vous expliquer un petit peu l'ambiance, il y a une brodeuse qui vit à l'écart dans sa petite maison. Elle a des dons magiques et elle brode plein de choses vraiment de qualité. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Et un soir, il y a une jeune fille d'à peine 15 ans, je pense, qui arrive chez elle en difficulté parce qu'elle est enceinte et sur le point d'accoucher. La brodeuse va l'accueillir chez elle et le bébé va naître. Donc ça va être une petite fille. Malheureusement, la mère décède des suites de l'accouchement. On se rend compte évidemment que c'est pas que c'était pas une grossesse désirée. La brodeuse va décider d'élever la petite fille qui va grandir bien à l'abri parce que justement sévit le seigneur du village. Donc le seigneur des alentours est passé complètement du côté obscur, je vais dire. Dans le sens où il passe ses journées à piller, à tuer, à violer, et il est accompagné par des moines en fait qu'il a complètement perverti. Donc il a tué les anciens et il a perverti les jeunes moines qui le suivent aveuglément. La brodeuse, elle tient absolument à garder cette jeune fille à l'abri parce qu'elle sent clairement qu'il y a un lien par rapport à ce seigneur. Et la jeune fille, voilà, elle grandit, elle a aussi des dons. Donc par rapport aux animaux notamment, elle arrive à leur parler et c'est un petit peu c'est un peu comme si elle était enchantée. Tous les gens qui la rencontrent sont un petit peu sous son charme. Et voilà, l'histoire se développe comme ceci en apprenant de plus en plus sur le lien que cette fille a par rapport au Seigneur.
Ça se lit hyper vite, franchement moi j'ai bien aimé. C'est vraiment comme un petit conte agréable, moi je le conseille. Voilà. Alors, les romans c'est fini, les mangas c'est fini, maintenant il reste les BD. La première, j'ai lu Sorceline, c'est le tome 4. C'est aux éditions Vent d'Ouest, c'est fait par Sylviana Doué et Paola Antista. J'espère que je prononce bien. J'avais lu les 3 premiers tomes et celui-ci est sorti, le tome 4. Sorceline est une jeune fille qui souhaite devenir, attendez, je vais le lire parce que c'est un petit peu compliqué, cryptozoologue. Donc ça consiste en la science des animaux mythiques et légendaires. C'est ce qu'elle veut faire et elle est invitée donc sur une île pour justement apprendre cette spécificité. Ici c'est déjà le tome 4, donc il y a des choses évidemment qui se sont passées. Sur cette île il y a des créatures étranges comme des dragons, comme des vampires, tout ce genre de choses que les étudiants en fait sont amenés à soigner. Afin de, voilà, ce sera ça leur profession, de soigner justement ces animaux fantastiques que le reste de l'humanité ne reconnaît pas bien sûr. Je vais vous montrer quelques planches parce que c'est un travail vraiment, c'est un travail super beau. Voilà, c'est ce genre de dessins qui sont très colorés. Voilà, comme ça. Comme ceci aussi. Voilà. Donc si vous aimez l'ambiance un petit peu fantastique des animaux comme des dragons, comme des vampires, je vous conseille cette BD. L'autre BD, c'est celle-ci, La boîte à musique. J'ai lu les tomes 2 à 4 durant le mois d'octobre. Donc ici on a le 2, ici, oups, plutôt ici on a le 3 et ici on a le 4. Ils sont super beaux. Même au niveau de la couverture, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a différents niveaux. Donc ici, il y a évidemment le côté brillant qui est au centre et mat qui est à l'extérieur, mais on voit clairement qu'il y a une différence avec un haut relief et un bas relief. Donc c'est super beau. Les dessins sont magnifiques. Regardez, c'est ce genre de dessin. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est comme ceci. Dans cette BD, on suit en fait une petite fille qui s'appelle Nola. Sa maman est décédée. Elle vit avec son papa. Son papa est vraiment très bien, il n'y a aucun souci, mais voilà, sa maman lui manque énormément et elle a reçu de sa maman en héritage, si on veut, une boîte à musique. Cette boîte à musique est particulière parce que c'est le chemin qui va lui permettre de se rendre dans un monde qui s'appelle Pandorian. Elle va être amenée à découvrir Pandorian, à découvrir les habitants de Pandorian, tout en faisant attention parce que les deux mondes ne peuvent absolument pas se mélanger. Donc il y a qu'elle qui peut normalement y venir. Il ne faut surtout pas que les personnages de Pandorian s'échappent. Voilà, c'est... Ah oui, j'ai encore eu une dernière lecture pour le mois d'octobre. Je ne sais pas vous montrer la couverture du livre, donc je vais essayer de vous l'afficher ici sur le côté. Donc c'est... L'automne des magiciens. C'est une trilogie et dans le courant de ce challenge octobre, j'ai lu le tome 3 parce que j'avais lu les deux précédents. Le tome 3 s'appelle La passeuse d'ombre et c'est écrit par Hélène P. Merey et c'est des éditions Bragelonne. Comme c'est le tome 3, je ne vais peut-être pas vous en parler énormément, mais si vous aimez les trilogies où il y a de la magie, où il y a des créatures un peu hybrides particulières, où il y a tout ce qui est intrigue de pouvoir, guerre et tout ça, c'est vraiment la trilogie à lire. Les livres sont assez épais, donc je pense qu'ils font... je ne sais plus exactement, mais je pense qu'on est aux alentours des peut-être
500 pages sans doute en poche. Moi je les ai lus en poche, mais on voit vraiment pas le temps passer. Il n'y a pas de temps mort, tout est vraiment très intéressant. Donc pour vous mettre le contexte, c'est une cité en fait qui est gérée par des femmes. Depuis toujours. On va suivre la petite sœur, donc c'est Octaviane. Et les noms des sœurs, c'est selon leur arrivée de naissance. La reine s'appelle Prima, la seconde sœur Secunda, et ainsi de suite jusqu'à Octaviane, qui est donc la 8e. Et il faut savoir que la reine en charge développe des pouvoirs. Donc un pouvoir vraiment très, très important, donc qui peut être amené à faire le bien comme le mal. On va suivre l'héroïne de ce livre qui est Octaviane. Voilà pour mes lectures du mois d'octobre. On se retrouve donc avec 4 BD, avec les 3 mangas et avec 11 romans si j'ai bien compté. J'espère que ça vous a plu. Je vais simplement encore vous parler de ma lecture en cours. Je vous en parlerai plus longuement par la suite. La lecture que j'ai commencée, c'est celle-ci. Oups, voilà. Donc c'est Où est la vraie vie par rapport au dessin animé Réponse. La collection Hachette. Et ça fait partie de la collection des Twisted Tales. Donc moi j'en ai déjà lu plusieurs et j'ai trouvé celui-ci, je pense, qui vient de sortir, basé sur l'histoire de Réponse. J'ai déjà lu hier, je l'ai commencé hier et je suis à la page 140. 142 plus précisément. J'aime vraiment bien. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus une fois qu'elle sera terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner également. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis alors à bientôt pour une prochaine vidéo.